La partie 3, indice de performance. Donc, on va voir en premier lieu la démarche à suivre pour calculer l'indice de performance et à l'aide de la carte de contrôle, on va donner une liste de matériaux. Cet indice dépend de la fonction, de l'application, de l'objectif à optimiser et des contraintes imposées par le cahier de charge. Les limites de propriété, les autres diagrammes sont présentés aussi. On va terminer avec le résumé et un cas particulier, conception multi-contrainte, lorsqu'on impose plusieurs contraintes pour la même application. Alors, la démarche à suivre pour déterminer l'indice de performance en s'aidant par la suite des cartes de sélection. Le premier point consiste à déterminer la fonction de l'objet. À quoi sert-il? Par exemple, est-ce qu'il va supporter une charge en compression, ou bien l'objet est sollicité en traction, ou bien il va transmettre le courant? Ça, c'est à déterminer en premier lieu. En deuxième lieu, déterminer l'objectif. Que faut-il optimiser? Qu'est-ce qu'il faut optimiser? Le prix ou bien le poids? Puis déterminer la contrainte. Il y a deux types de contraintes, négociables ou bien non négociables, imposées. On peut diviser les contraintes en deux types, les paramètres ajustables libres à choisir et les conditions imposées par le cahier de charge, comme la faible déformation ou bien pas de rupture. La quatrième étape consiste à déterminer les lois physiques régissant le problème. Alors on trouve ici toujours deux lois physiques. La première est liée à l'objectif à optimiser. La deuxième est liée à la contrainte imposée par le cahier de charge. Si on impose la rigidité, dans ce cas on va utiliser la loi de Hooke. Si on impose par exemple la résistance, alors là, il faut utiliser la condition de résistance qui dit que la contrainte de service doit être inférieure à la limite élastique. En combinant ces deux lois de l'objectif et issues de la contrainte, on va déterminer l'expression de l'objectif sans le paramètre libre, le paramètre indiqué dans la partie contrainte. Alors, dans ce cas, on va diviser cette expression en trois parties. Une partie liée aux exigences fonctionnelles, une partie liée à la géométrie, une autre partie liée aux matériaux. Alors, une combinaison de propriétés caractérisant la performance d'un matériau pour une application donnée. Trois types de sollicitations, trois types de spécifications dans une conception. F, c'est exprime les exigences fonctionnelles, les conditions de service, c'est-à-dire. G exprime la géométrie, les paramètres géométriques comme la longueur ou bien la section. Et enfin, et la partie la plus importante, c'est M qui présente les propriétés de matériaux en termes de masse volumique, de résistance ou bien d'autres paramètres. Alors, la performance cherchée est exprimée en trois parties. On va prendre celle qui représente le matériau. La valeur de l'indice de performance est égale à I, est égale à l'inverse de M, l'inverse de l'expression liée aux matériaux de matériaux, liée aux propriétés de matériaux. Alors, dans ce cas, et en fonction des paramètres de l'indice de performance, on va choisir en premier lieu le diagramme approprié, adéquat en fonction de ses propriétés. Et par la suite, on va tracer la droite de l'indice pour I est égal à 1, juste pour tracer la pente de la droite. Une fois tracé la pente pour I est égal à 1, on peut déplacer la droite pour déterminer le matériau le plus performant ou bien les matériaux les moins performants qui se trouvent au-dessous de la courbe. Si vous avez deux matériaux sur la même droite, signifie qu'ils ont les mêmes performances. Alors, les matériaux au-dessus de la ligne ont une performance supérieure. Si vous trouvez un matériau placé au-dessus de la ligne ou bien au-dessous de notre matériau, c'est-à-dire le premier il est plus performant, le deuxième il est moins performant. Par rapport à la droite, celui qui se trouve au-dessus c'est plus performant que celui qui se trouve en bas. Si on a deux matériaux sur la même ligne, on peut dire que les deux ont la même performance. Alors pour la même carte, les mêmes propriétés,
on peut trouver différentes pentes selon l'expression de l'indice. Ici, vous avez E exposant un tiers sur la masse volumique, de pentes différentes à celle de l'expression E racine carrée sur ρ ou bien E tout court sur ρ. Exemple, conception d'un puits de table cylindrique, léger et rigide. Donc on a les caractéristiques géométriques. Cette table est sollicitée en compression, ou bien le pied est sollicité en compression. On voit l'effort F, on voit la hauteur de pied, et puis vous avez le diamètre est égal à 2 fois R. En isolant le pied de table, déterminer la fonction, c'est soutenir un plateau. Le pied va supporter une charge en compression. L'objectif dans ce cas, c'est minimiser la masse, c'est indiqué dans l'exemple. Conception d'un pied de table cylindrique léger. Donc, l'élément qu'on va optimiser, c'est la légèreté, c'est la masse volumique de pied. Les contraintes sont de type, les paramètres fixés par le cahier de charge. Ce sont la hauteur H, donc ça dépend de l'utilisation de la table, donc c'est imposé par le cahier. La force de compression, c'est la charge maximale que la table doit supporter. Et puis vous avez une autre contrainte, c'est la rigidité en compression exprimée par la déformation élastique doit être inférieure à delta H, imposé aussi par le cahier de charge. Donc le matériau doit être rigide, c'est-à-dire faible déformation élastique, inférieure à une certaine limite. Les paramètres ajustables qu'on peut l'optimiser, c'est le rayon de pied. Le rayon de pied, c'est un paramètre libre. Les relations physiques, on a toujours deux relations, une relation liée à l'objectif, exprimée par la masse dans ce cas. La masse est égale à ρ fois V, est égale à ρ fois la hauteur fois la section. Et la deuxième relation liée à la contrainte, à la rigidité et au type de sollicitation, nous sommes en compression, c'est-à-dire on va utiliser la loi de Hooke qui dit que la contrainte est égale à E fois epsilon, ou bien F sur pi r carré, c'est la contrainte imposée, la force sur la section au bout de pied, qui est égale à E fois la déformation maximale à ne pas dépasser, déterminée ou bien indiquée dans la partie contrainte delta H sur la hauteur de pied. En combinant ces deux expressions, on va passer à la cinquième étape de cette étude, c'est déterminer l'expression de l'objectif sans le paramètre libre. C'est-à-dire dans ce cas, sans le rayon de pied. Donc, on fait ça en deux étapes. Tout d'abord, isoler le paramètre ajustable à partir de l'expression de la contrainte. On va isoler le rayon, le paramètre libre, et puis on va l'intégrer dans l'expression de l'objectif et on va obtenir une expression sans le paramètre libre. R, c'est déjà fait pour la première, donc R carré est égal à F fois H sur pi fois E fois delta H. Cette étape consiste à isoler le paramètre libre à partir de la première loi physique. On va intégrer par la suite cette expression dans l'expression de l'objectif, l'expression de rayon libre, le paramètre libre, dans l'expression de l'objectif. Ça va donner M est égal à ρ fois H fois pi R carré. Pi fois R carré. Alors, l'étape suivante consiste à exprimer la fonction objectif en trois parties selon le type de paramètres. La première, c'est les paramètres liés au service, les conditions de service comme la force. La deuxième, c'est lié à la géométrie. Donc, on va présenter ici les paramètres géométriques. Et enfin, on va déterminer
ici les parties ou bien les caractéristiques de matériaux intitulées M. M, c'est ρ sur E, c'est l'expression, ou bien c'est la partie de la fonction objectif qui est liée au matériau, donc dans laquelle on trouve seulement les propriétés de matériaux. Ici, ça se voit, vous avez la masse volumique et le module de Young. L'indice de performance est égal à l'inverse de M, de l'expression de M. Donc, pour optimiser la masse, donc on cherche à diminuer ρ sur E, vient à maximiser E sur ρ. Donc, l'inverse de l'expression de M, c'est E sur ρ, c'est le module de Young en fonction de la masse volumique. À partir de cet indice, on va choisir en premier lieu le type de diagramme qui doit représenter ces deux propriétés, le module de Young et la masse volumique. Puis, on va tracer cette expression, ou bien cette droite pour i égale à 1. Donc, et enfin, on va lister les meilleurs matériaux par ordre de performance décroissant. Donc, en déplaçant vers le haut afin de déterminer le matériau le plus performant, on va descendre pour diminuer l'indice de performance ou bien la valeur de l'indice. Donc, le premier, c'est le diamant. On va choisir 3 matériaux des céramiques techniques. Le diamant, le beryllium vient en deuxième position, le BE. Le BE, c'est un matériau toxique, non utilisé aussi. Puis, on trouve le SiC, c'est le carbure de silicium. C'est un matériau non utilisé car il est aussi trop cher. On va passer au deuxième groupe. Maintenant, les composites. On a déjà entamé l'ellipse des matériaux composites qui se divisent en deux parties. Les premiers sont les matériaux uniaxiaux et le deuxième, c'est en bas, on trouve les composites stratifiés, laminates. Alors, le quatrième matériau, c'est le CFRP, c'est le CFRP uniaxial. Donc, ce matériau, il est trop cher avec le GFRP, donc non utilisé. On descend légèrement à la droite, rouge. Alors, on voit très bien que les verts apparaissent ici au-dessus de la ligne. Le verre, c'est un matériau qu'on peut utiliser pour fabriquer des pieds de table. Bien, juste après, on trouve le WCCO, c'est un composite entre carbure de tungstène et le cobalt. C'est un matériau qui résiste à l'usure et en même temps il est trop cher, donc on ne va pas l'utiliser pour fabriquer ces pieds. On descend encore la droite jusqu'à l'obtention de CFRP. Le CFRP, le matériau, le CFRP. Donc on voit très bien ici presque. Donc le CFRP, c'est le polymère renforcé de fibres de carbone stratifiées, laminates. Alors, on trouve sur la même ligne, je vais agrandir un petit peu pour voir les autres matériaux. Donc, ici, on trouve les matériaux comme les aciers, steel. Vous voyez, presque. En parallèle avec l'acier, on trouve aussi le bois avec fibres parallèles. Les fibres de bois sont parallèles à l'axe de chargement. Alors, on peut trouver donc l'acier, le bois, l'alliage d'aluminium, ici, AL alloys, donc les alliages d'aluminium. Puis on trouve le GFRP, donc le polymère renforcé de fibres de verre. Ensuite, les ciments ou bien les bétons.
On trouve aussi des pieds ou bien des tables en béton. Pour des valeurs de modules inférieures à 10, on va trouver beaucoup de métaux et essentiellement on va trouver des matériaux plastiques qui sont utilisés pour fabriquer les tables et les pieds de table. Alors ça, c'est la liste des matériaux avec commentaires. On peut affiner le choix et indiquer seulement les matériaux choisis, utilisés pour fabriquer les pieds. Donc on trouve en premier lieu le matériau choisi, donc le verre, puis le PRFC, c'est le polymère renforcé de fibres de carbone. Il vient après les aciers, ensuite les bois, par la suite les alliages d'aluminium, le composite polymère renforcé de fibres de verre, le béton et les matériaux plastiques. On a presque 8 matériaux choisis par ordre décroissant. Alors sur le marché, on trouve très bien toutes ces applications. Ces matériaux sont utilisés pour fabriquer les pieds en aluminium, en acier, en fonte, en inox bien évidemment, en composite, en verre et en bois. La deuxième application, c'est une barre de section circulaire qui doit être légère et résistante.